pas la tendance qui détermine la qualité. Ce n'est pas la nouveauté qui détermine la qualité. C'est la personne qui l'a fait. L'art, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un moyen, c'est une personne. Et c'est la trace que laisse une personne. C'est un envie qu'il a une personne de s'exprimer. Et on ne peut pas exprimer ce qu'on n'a pas. Pour exprimer quelque chose, il faut l'avoir dedans d'abord. Et ça, c'est la vie qui te la donne. C'est un héritage qui te la donne. Mon monde dans la tapisserie est entré comme ça. Et je continue à faire la peinture toujours parce que je me considère peintre aussi. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de spécialité dans l'art. Quand on a envie d'utiliser un objet, un système, on l'utilise parce qu'on a besoin de ça. Des fois, comme mes tableaux, je colle des choses, des objets qui sont de mes enfants ou de moi, parce qu'il a une signification pour moi, parce que j'en ai besoin pour ce que j'essaye de dire. Et je le fais aussi avec les tapisseries. Je mets des sacs, je mets des choses que je crois qui peuvent aider au contenu que je veux donner et qu'esthétiquement, il aide à mon idée. Et ce qui me surprend, c'est qu'il y a des gens que ça, ils le voient. Que ça que je voulais dire, que ça me paraît des fois très difficile, que les gens puissent deviner ça, qu'il y a des gens qui le voient et qui découvrent ce que je voulais dire. Et ça, je trouve extraordinaire. Alors c'est là que je me rends compte que mon travail, ce n'est pas tout à fait inutile. Qu'il a un pouvoir de communication. Et que j'arrive à faire communiquer, à transmettre des choses que j'ai senties. Des choses que... Et ça, c'est vraiment intéressant. L'artiste est un marqueur de son temps, comme le philosophe, le politique ou le savant. Mieux comprendre l'art, c'est mieux comprendre qui nous sommes. S'il est un art qui témoigne en permanence de son temps, c'est bien la tapisserie contemporaine. Qui n'a pas rêvé de s'inviter chez un artiste pour observer son travail et tenter de percevoir une petite parcelle du mystère de sa création? Chaque génération est traversée par de grands talents qui laisseront une trace à travers leur regard acéré sur le monde contemporain. C'est cette empreinte que nous souhaitons vous montrer, et pour cela nous sommes allés à la rencontre de grands artistes et de grands lissiers créateurs qui ont eu la gentillesse de nous aider à mieux partager leur art. Sachant l'excellence et la grande diversité qui animent les nombreux acteurs contemporains de cette spécialité, et ne pouvant pas montrer tous les arts textiles dérivés de la tapisserie, nous avons choisi un parti pris destiné à mieux faire comprendre les grands courants artistiques existants dans ce domaine. La distinction que nous allons faire entre artiste-interprète et artiste-créateur est une limite artificielle, puisque nombre d'entre eux appartiennent à ces deux catégories et travaillent dans le seul intérêt d'un art qu'ils servent avec talent. Cette distinction nous semble néanmoins nécessaire. Nous sommes donc allés à la rencontre d'une part des artistes lissiers-interprètes qui travaillent en collaboration avec des artistes contemporains, comme cela s'est toujours fait à Aubusson ou au Mobilier National. D'autre part, à la rencontre des lissiers créateurs œuvrant seuls dans leurs ateliers, en réalisant leurs propres créations, comme cela fut longtemps la tradition que certains plasticiens du fil ont fait renaître. Donnons très rapidement la parole aux acteurs de cette création contemporaine, dont il est à remarquer qu'ils sont complètement impliqués dans la recherche, le questionnement, le détournement, l'installation, l'innovation, tout en y rajoutant les valeurs que sont la beauté, le sentiment, l'émotion, le bonheur et la sensualité. Alors, bon voyage dans le merveilleux monde de la tapisserie. La meilleure solution, c'est d'aller trouver un grand maître. Comme j'ai fait, je suis allé auprès de Graff, Roland Graff. Il est un vrai grand maître. Il avait d'abord un œil de vautour, il était capable de voir 3 bobines, sans exagérer, à une dizaine de mètres, en faire un mélange, et c'était exactement la bonne couleur. C'était quelque chose de fou, c'était une virtuosité incroyable. Il me provoquait une jalousie quand je voyais ce qu'il était capable de faire. Alors quand vous arrivez dans cette émulation, vous avez envie d'apprendre, parce que vous avez envie de faire la prouesse que fait l'autre. Alors déjà, ça vous stimule. Quand vous avez appris cette technique sous ces angles-là,
Roland Graff me donnait presque tous les jours une leçon de vie, en parallèle de la leçon technique. Parce que apprendre que la technique, c'est à mon avis apprendre un métier d'une manière stérile, complètement stérile, qui ne donnera rien du tout. On risque de produire quelque chose qui soit du tissu, mais qui ne soit pas de la tapisserie. Il faut qu'une fois que la tapisserie soit au mur, elle provoque soit les larmes, soit le rire, mais il faut que ça provoque quelque chose. Il faut que ça provoque de toute façon une grande émotion. Si ça ne provoque pas d'émotion, alors il aurait peut-être mieux valu de ne pas la tisser. C'est-à-dire que je n'ai même jamais essayé, je n'ai jamais eu envie d'ailleurs de tisser. Je n'en serais pas capable avec mes grosses pattes dedans. Bon, je crois que c'est sans espoir. Le résultat n'aurait pas été, en tout cas, satisfaisant. Et chacun son métier. Et alors c'est formidable. Moi je vais vous dire, c'est formidable parce que ça me permet de demander l'impossible. Si j'en savais trop, avec ma propre incapacité, je ne pourrais pas être autant dans l'utopie. Alors ensuite, ça devient une histoire évidemment de copains, parce que je peux demander l'impossible aux lissiers, et bien souvent ils y accèdent. C'est ce qui est formidable. Mais ça les intéresse d'essayer de rejoindre parfois mes utopies. Par exemple, dans la passion qui est la mienne, qui fait partie de l'art contemporain, enfin pour ce qui concerne ma conviction en tout cas, quand il s'agit du travail de matière, quoi, de la recherche de matériaux nouveaux, de vocations nouvelles pour la tapisserie. Je laisse toujours une part d'invention aux lissiers, quels qu'ils soient. Leur créativité est prodigieuse. Ce ne sont jamais des exécutants, ce sont des interprètes. La fonction de l'artiste, c'est bien entendu de créer, comme un compositeur va composer de la musique, et ensuite le lissier va l'interpréter avec son instrument. Donc, il n'appartient pas au créateur de se substituer au lissier. Il y a une part du chemin qui est faite par le lissier, et le résultat d'ailleurs, c'est que bien souvent, le résultat dépasse complètement ce que l'artiste avait imaginé. Il arrive que ce soit en deçà, il arrive que ce soit au-delà. Ça va naître d'un dialogue. Les artistes nous ont beaucoup aidés en ouvrant leur atelier très naturellement. Et c'est en voyant leur peinture chez eux, leur manière de vivre, que l'on peut approfondir leur personnalité, savoir ce qui est important pour eux dans la peinture, ce qui est, et faire ressortir en tapisserie ces côtés-là. Nous existons depuis tant d'années, c'est grâce aux peintres, et à leurs collectionneurs et aux galeristes qui nous ont soutenus. Je crois qu'il n'y a plus du tout d'atelier à Paris. C'est extrêmement difficile pour les artisans de subsister tout simplement. Et c'est vraiment grâce aux peintres qui nous ont compris dès le début, dès le départ, que nous avons pu expérimenter et approfondir surtout notre travail et tisser toutes ces tapisseries. Beaucoup de lissiers qu'on a rencontrés qui parlaient toujours de l'antagonisme entre le lissier qui est un peu frustré et l'artiste qui est au premier plan en quelque sorte. Et nous, on n'a jamais ressenti ça. Frédéric, évidemment, a conçu son œuvre, et si elle avait plus de temps et plus de possibilités, elle aura fait beaucoup plus de tapisserie personnelle, c'est évident. Mais en même temps, on a eu toujours des rapports formidables avec des artistes qui nous ont beaucoup aidés de tout point de vue, et c'est un plaisir pour nous de travailler avec des artistes. Donc c'est pas du tout une frustration. La recherche, c'est une rectification permanente. Si on cherche à l'intérieur, non pas de la terre, mais c'est une métaphore de soi-même. La vérité n'est pas rectification. Parfois, on en trouve un petit morceau, quoi. Jamais on la trouve complètement. Mais c'est important de s'en occuper. Nos limites, je crois que nos limites, celles autour desquelles les uns et les autres on gratte comme on peut, c'est de vouloir mettre en parole du réel, parce que le réel, on ne peut pas le parler, on ne peut que le dire.
terrible. Je ne peux pas dire la chaise, je peux dire le mot. Et donc, jamais le mot ne va coïncider avec la matérialité de l'objet. Mais sans arrêt, on tourne autour de ça. Bon, on s'en occupe. On fait chacun fait son devoir d'homme comme il peut. Le Mobilier National est une institution ancienne qui plonge ses racines loin dans l'histoire de France. Et nous sommes à la fois un lieu de création et un lieu de conservation. Création dans les manufactures, puisque nous travaillons avec des artistes vivants, donc ça fait maintenant 3 siècles, 4, que nous travaillons à chaque génération avec les artistes de l'époque. Donc il y a un vrai foyer de création dans ce site des manufactures. Une tradition vivante qui se perpétue, des métiers qui ne se sont jamais perdus et qui, par contre, représentent un potentiel d'adaptation tel que malgré tous les renouveaux de l'histoire de l'art en 300 ans, en fait, on peut aussi bien faire des tapisseries abstraites, des tapisseries figuratives, des tapisseries de style ancien. La tapisserie est un art dont le potentiel d'expression est extrêmement grand et permet de traiter finalement tous les sujets et tous les styles. Et donc, je dirais que c'est un renouveau perpétuel que cette tradition vivante des lycées des manufactures. Et on a toujours été dans ces ateliers à même de chercher les meilleures réponses pour l'art contemporain avec les artistes. Je crois qu'il y a certains artistes qui le démontrent d'ailleurs à travers la présentation de leurs projets quand ils sont acceptés, qu'eux-mêmes sont un peu surpris par les réponses qu'on peut donner et agréablement surpris. Et je crois qui me touche à cœur, c'est qu'on perçoive cette chose-là, que la tapisserie est vraiment pas quelque chose de décalé, uniquement une simple transmission d'un savoir-faire, mais on est aussi atelier de création et donc il s'inscrit pleinement dans le mouvement de l'art contemporain. Quelques années, là, le ministère de la Culture m'a demandé de présenter une maquette parce qu'on voulait tisser une œuvre de moi. Donc je suis arrivé avec plusieurs maquettes. J'en ai présenté toute une série. M. Schotter m'a fait comprendre que ça n'allait pas très bien. Et alors sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi, puis je pense qu'il a eu tout à fait raison. Et ensuite, j'en ai présenté une que j'aurais préféré peut-être voir tissée à la place de celle qui est tissée actuellement, mais qui était moins monumentale, plus picturale finalement. Et donc j'ai fait une maquette d'après des choses que je ne fais plus, et que j'ai retravaillé sur un thème de l'intérieur de ma maison, que j'ai appelé le Grand Silence. Je n'avais pas un tableau qui portait ce nom, mais je l'ai bien sûr transposé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je crois que la tapisserie sera beaucoup plus belle que la maquette. Je me suis demandé si on arriverait à réaliser ce que j'étais en train de faire. Et puis comme j'ai été très bien accueilli ici, que j'ai rencontré des gens qui sont des êtres, j'allais dire, qui m'ont complètement rempli d'admiration parce qu'ils savent, j'allais dire, transvaser une œuvre peinte dans une œuvre tissée. Et donc tout ce qui me paraissait insurmontable est devenu finalement relativement facile, puisque j'ai été aidé par une extraordinaire capacité de lecture, d'interprétation et presque d'imagination de la part des lycéens. Parce que ce qui me frappe, c'est leur imagination. C'est comment, à partir d'une gouache ou d'un dessin qui est d'ailleurs un peu fatigué, en fait, qui est pas... J'aurais aimé pouvoir faire une maquette très propre, enfin une maquette bien rendue, si vous voulez, définitive, et puis ce que j'ai remis au lycéen et tout ça, c'est une espèce de grand, pas de brouillon, enfin quelque chose qui est la conséquence d'un long travail et d'un travail un peu chaotique. Et cette chose qui me paraissait confuse m'apparaît au contraire comme une chose très claire et très lisible. Et c'est pour ça que je suis rempli d'émerveillement. Est-ce que ça correspond aux couleurs que vous aviez souhaitées? Oh, c'est bien plus beau. Il faut dire que je n'ai pas épargné les lycées. Hein. Non, j'ai fait une peinture, sans me soucier de la réalisation. Et c'est cet écart entre la tapisserie et la peinture qui m'intéressait vraiment. De cette difficulté naît quelque chose.
je ne saurais pas dire quoi, mais il naît quelque chose qui n'est plus la peinture, qui est bien sûr la tapisserie lorsqu'elle est portée à son zénith, comme c'est le cas dans l'atelier dans lequel nous sommes. Je le vois déjà, hein, même dans les quelques centimètres carrés là, que je vois apparaître, je vois bien cet écart qui se fait. Enfin, si j'avais un conseil, j'ai aucun conseil à donner, bien sûr, au lycée, mais ils peuvent y aller, quoi. Ils peuvent prendre même des libertés vis-à-vis du carton. L'infidélité me plaît plus que la réalisation très, très rigoureuse, très précise. Quand même, je le répète, ça, trahissez-moi. Une image comme ça, et ça c'est peut-être l'avantage de la figuration, on revient un peu à l'arrière, c'est qu'on peut se livrer à d'énormes changements, pourvu que le dessin soit gardé, en fait, ça peut résister à presque tout. La preuve, le calque, c'est tout autre chose, c'est une espèce de gisement de houille, ce calque. Et je ne devrais pas vous le dire, mais en ce moment, peut-être parce que c'est tout à fait nouveau pour moi, je le préfère presque au sujet que je vous ai proposé. Oui, je crois que dans ces images figuratives qui se dégradent, donc ces ruines d'images, je crois qu'il reste un noyau dur, et c'est ça qui importe. Et ça, on pourrait attaquer une image à l'acide, on pourrait perforer une image par endroit, on pourrait la déchirer dans certaines zones. Il resterait ça. Et ça serait mon art, ce noyau dur. Je ne serais pas défini, tout à fait. Par exemple, interpréter une tache de couleur, notamment pour les ors, interpréter une tache de couleur or avec la qualité d'un fil de soie, d'une part la teinture, mais aussi pas seulement la teinture, la nature même du fil, sa finesse, son croisement avec d'autres fils. Chaque détail tissé peut ouvrir une proposition plutôt qu'une autre qui va être plus cohérente ou moins cohérente par rapport à ma proposition. Même si on est intéressé par la beauté dans l'art qui est extrêmement relative, hein, chacun interprète ce terme d'une façon bien difficile à préciser, la séduction peut être un danger en art parfois, quand la technique peut-être prend le pas sur le contenu, sur la pensée, sur l'intention. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans cette technique de tapisserie, c'est qu'elle peut vous pousser à l'extrême d'une certaine exubérance du beau, d'une certaine luxuriance de la matière. Et elle est en même temps un danger, parce que trop de beauté peut nuire à l'intention de l'œuvre. Donc entre le très pauvre et le trop riche, il y a une certaine manière d'appréhender l'espace, et l'espace pas seulement dans l'idée d'un volume, mais l'espace dans la matière même, dans la subtilité du tissage des fils pour la tapisserie ou du tissage des couches de peinture pour la peinture. Et cette subtilité-là est à prendre en compte avec le médium même de la tapisserie, avec cette réalité de ce qui peut vous pousser à un excès de beauté. Ça peut paraître paradoxal de le dire de cette façon. Mais en même temps, ce rapport à la beauté, moi je le trouve très excitant. La beauté dans le sens d'un certain luxe, mais un luxe, pas un luxe sur un mode parvenu, un luxe sur l'exaltation d'une lumière, d'une couleur, d'une technique. Eh bien, l'idée que cette forme de luxe puisse perdurer, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, heureusement, on n'est plus à l'époque des rois, etc. Aujourd'hui, c'est le plus grand nombre qui en fait doit en profiter. Car dans les musées, dans le patrimoine, s'adresse aujourd'hui au plus grand nombre. Et ça, c'est une chose qu'on oublie de dire, parce qu'on croit toujours que ça reste le privilège de certains. Et heureusement, ce qui, sous cet angle-là, appartient à l'État, appartient à l'ensemble d'une population. Et ça, je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. N'y a-t-il pas un effet, on va dire, une petite part de hasard dans la construction de la tapisserie qui fait que vous-même devez vous surprendre par moments à la tombée de la tapisserie? Bon, le hasard, on essaye de le bannir
on va dire à 95%. Malheureusement, il restera toujours, ou heureusement, je ne sais pas quelle expression je peux utiliser, il reste toujours ces 5 petits pourcents. On a beau essayer de mettre au point toutes les techniques développées au maximum ou de ne rien laisser au hasard, justement, il y a toujours une part de hasard, il y a toujours une réaction du matériau avec la chaîne et la trame, il y a toujours la couleur qui va vivre autrement. Une couleur peinte ou une couleur laine n'a pas du tout la même résonance dans l'espace. Donc je crois que ces 5 petits pourcents de laisser comme ça, c'est à mon avis la chose la plus fabuleuse qui nous surprendra tout le temps. Et on essaye de faire en sorte que ça nous surprenne dans le bon sens. On peut appeler ça le hasard, mais il y a une part d'inconscient, comme dans tout accident. L'accident en peinture et dans tous les domaines de l'art, c'est intéressant parce que c'est la seule trace de vie dont on est assuré. Quand une œuvre est particulièrement léchée, elle finit par être déshumanisée. Et c'est vrai que l'étourderie, c'est le propre de l'homme, et ça fait partie des facéties de l'inconscient, comme les lapsus. Hein, bon. Et que c'est intéressant, mais ça c'est ma conviction, de conserver ça. Et si on conserve les traces d'un accident, d'une coulure, hein, d'un geste maladroit, ça veut dire il y a quelqu'un. Nous, une tapisserie, elle a vécu. Il y a la main de quelqu'un. Quand on regarde une tapisserie faite main, il y a une âme derrière. La tapisserie, vous remarquerez que ça n'est pas classé dans le métier d'art. Moi, je me fie aux définitions données par Michel Tourlière dans des lettres d'échange sur le sujet, définissant la tapisserie avec Léon Gichard. Et sa définition me plaît beaucoup. Il dit que la tapisserie, c'est un art, d'abord, et un métier, ensuite. Et si vous voulez, on n'est pas loin de Lursa. Il était toujours dans l'observation, comme ça, toujours dans l'attente, toujours à l'affût de ce qu'était l'évolution de son siècle. Et c'est bien pour ça qu'il a réussi. Et encore une fois, tous ces détracteurs ne regardent que le succès commercial qu'il a pu avoir, qu'il y ait eu des choses un petit peu moyennes à un moment ou à un autre. Mais moi, ça m'est égal, parce que ça signifie que derrière, il a formé combien de gens? Il a donné le goût à combien d'artistes? Il a permis de vivre à des lycées. Et il a permis, surtout, in fine, à tellement de gens qui se sont achetés des petits formats de tapisserie, d'être heureux de donner ce goût du bonheur par la présence d'une œuvre d'art, puisque c'était conçu comme ça, à leurs enfants. Et que rien que ça mérite tous les éloges possibles. Quand on apporte du bonheur avec une création, il n'y a rien qui puisse remplacer ça. Et c'est ce qu'a fait Lursa toute sa vie. Moi, j'étais avant tout conservateur, point. Historienne et conservateur. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est d'accrocher comme j'accroche maintenant. C'est-à-dire que la tapisserie est comme dans une maison. Et pour moi, c'est ça, c'est la base, c'est que ça suit la manière d'habiter des gens et de vivre. Donc les tapisseries sont accrochées toujours d'une manière très accessible. On n'a pas, ça c'est une des premières choses qu'on nous apprend. Hein. Il ne faut surtout pas qu'on fatigue le visiteur en lui faisant lever le cou, comme ça il va se fatiguer au bout d'une heure. Bon. Donc, et là, une tapisserie, si on ne rentre pas dedans, si on n'est pas noyé dans la laine, c'est pas la peine. Donc, les tapisseries sont directement accessibles. Et s'il n'y a pas ce contact-là, il n'y aura pas le goût, il n'y aura pas le bonheur, il n'y aura pas le partage. Donc ça, c'est clair. Et moi, je sais qu'à ma première exposition, le nombre de buissonnets qui m'ont dit « avec vous, on peut rentrer dans les tapisseries. Ah, elles sont à hauteur d'homme. » Ça a été vraiment un très grand bonheur de conservateur, parce que personne ne m'avait soufflé que c'était ce qu'il fallait faire. C'est là l'échange complet avec les œuvres. Comme moi, je ne fais pas des cartons très clairs, hein, en fait, parce que tout se passe beaucoup sur le métier. Les gens viennent me voir et me commandent une tapisserie, c'est que d'emblée, ils me font confiance. Il y a déjà une démarche, c'est-à-dire qu'ils ont envie de ça, ils ont envie de quelque chose qui va... Et donc, en fait, mon travail, c'est de les surprendre. Enfin, c'est qu'ils soient encore plus contents que ce qu'ils ont pu imaginer. Et ça,
c'est quand même assez difficile. Enfin, c'est souvent aussi un challenge. L'important pour moi dans la tapisserie, c'est la matière. C'est-à-dire que si on fait une tapisserie d'une œuvre, c'est parce qu'on veut qu'elle soit en tapisserie. La tapisserie, c'est une matière, il y a un effet. Donc si c'est pour faire une copie, autant garder la photo ou la peinture. Donc moi je trouve que l'intérêt du texte, c'est surtout maintenant où on est dans un monde d'images, on est saturé d'images, donc je ne vais pas copier, c'est pour ça aussi que je fais de l'abstrait, parce que je recherche d'abord l'effet matière et la sensation matière quand on voit, et sans toucher, hein. Il faut qu'on sente quoi. Bon, moi je regrette pas du tout d'avoir pris mon envol un jour et de me dire je monte mon atelier, j'ai adoré ça, même à tous les gens qui hésitent, je me dis mais faites-le, c'est la meilleure façon de travailler, de faire son métier. Du lundi au dimanche, on ne fait que ça. On ne pense qu'à ça, on ne rêve que de ça, on ne cauchemarde que de ça. Je me suis présentée au Buisson, j'ai été prise, et dès le premier jour de tissage, premier jour, le lundi matin, on a tissé des petites choses sur un métier qui était déjà monté, et là je me suis dit, à midi, je me suis dit, c'est ma place, ce sera ma place, je suis faite pour ça, c'est ma vie. Ça fait 30 ans que ça dure, et c'est... Je n'envisage pas de vivre autrement que de tisser. C'est sûr que si un jour je dois arrêter, ce sera difficile, mais c'est inenvisageable. C'est ma façon de fonctionner. D'être au monde, je dirais, si c'est des mots, pourtant ce sont des mots un peu pompeux, mais j'en vois pas d'autres. J'ai du mal avec le côté multiple de la tapisserie. Même si historiquement, on le voit bien, une tenture qui avait du succès était tissée à plusieurs exemplaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on veut aussi redonner un peu ses lettres de noblesse à la tapisserie, il faut absolument limiter les éditions. Je trouve que 6 exemplaires plus 2 épreuves d'artistes, c'est beaucoup trop. Je serais d'autant plus tentée par la pièce unique. Je sais que Daniel est totalement contre ça, mais... Non, pas contre absolument, mais oui, d'une façon générale, quoi qu'en ce moment, c'est vrai que les 8 exemplaires sont rarement tissés, mais ça dépend quelle hauteur. D'ailleurs, il y a des images qui ont un succès fabuleux, et quelquefois c'est dommage de se priver de 8 exemplaires qui vont faire la joie de plusieurs personnes. Ça démocratise un peu, ça enrichit un petit peu l'artiste, et par la même occasion le marchand quand il en a un, et je trouve que c'est pas mal. Mais en effet, on peut faire des œuvres uniques, et je ne suis pas contre. Hein. Parce que ce qui est beau est rare, et il faut essayer de le conserver dans ce sens-là. La tapisserie doit rester limitée, doit rester dans des matières nobles. Un artiste peut avoir des idées, comment dirais-je, qui vont du côté du multiple, et pour des tas de raisons, d'ailleurs pas seulement financières, mais en effet, qui sont aussi démocratiques. Hein. Ça permet à un plus vaste public d'avoir des œuvres. Alors, ça peut être des multiples limités, enfin... Oui, mais que ça soit limité. Le lissier, il est dans son métier, il y a l'artiste, le maître, et il y a une hiérarchie, etc. C'est lui qui va donner le modèle et on va l'interpréter. Donc les choses étaient comme ça. Socialement, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et puis ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale, et l'après-guerre, et puis surtout, on arrive dans les années 60, et surtout 68 ensuite, puisque c'est... on peut dire à un moment où extrêmement matière, il y a le début des années 60 et ce que revendiquent les artistes de cette génération-là. Donc c'est la génération de Grand Carica que vous avez rencontré, mais aussi il y a Goda Buiš en Yougoslavie, Olga de Amaral, bon, ça c'est des très grands noms, ou Magdalena Abakanowicz en Pologne. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui a été reconnu à l'époque comme tel, c'est que la Biennale de Lausanne se crée, de la tapisserie, créée par l'URSA, enfin sous l'impulsion d'URSA et de Pierre Poli, qui était conservateur à l'époque à Lausanne du musée des arts décoratifs.
Et donc, ils ont envie de donner une tribune aux artistes pour exposer leur tapisserie. Alors, la première biennale, eh ben, on trouve beaucoup d'artistes français de cette renaissance de la tapisserie française, de juste l'après-guerre. La deuxième biennale, ça y est, c'est terminé. C'est la vague des artistes d'Europe centrale, des Polonais, des Tchèques, etc. Et là, ils sont eux-mêmes surpris de ce qu'est la tapisserie, parce que personne ne s'attendait à ça. Ce sont des très jeunes artistes, et les artistes eux-mêmes ne se doutaient pas que dans d'autres pays, dans d'autres continents, bon après les liens vont se créer, mais il y avait ce même mouvement. C'est vraiment un mouvement artistique qui est très profond, très fort, très intéressant, le mouvement de la nouvelle tapisserie, qu'on a appelé la nouvelle tapisserie. Et là, les lissiers sont balayés, si vous voulez. C'est l'artiste qui prend le devant de la scène, qui tisse lui-même sur son métier, ou alors c'est le lissier qui devient créateur, qui devient artiste, bon, hein, et qui revendique vraiment de créer lui-même son œuvre et que ce soit une création directe. Voilà. J'ai obtenu qu'il y avait uniquement une classe dans les écoles d'art de tapisserie en Espagne, que c'était à Madrid. Et j'étais le professeur. Et c'est là que j'ai pu complètement expérimenter. C'est là que j'ai fait directement, sans avoir appris jamais à tisser, j'ai dû me débrouiller pour tisser mes tapisseries comme je voulais. Et c'est là que j'ai découvert que pour qu'on arrive à considérer un jour la tapisserie comme une œuvre d'art complète, comme une œuvre d'art vraiment, il faut qu'elle soit tissée pour le propre artiste. Et que je trouve très intéressant à voir, parce qu'il y a toujours des liens entre les créateurs à un moment donné dans la création contemporaine. Après, c'est vrai que pour les artistes, je pense que c'est difficile de voir ça, d'être conscient parfois de cela, puisqu'ils sont plongés dans leur univers. C'est curieux, c'est un drôle de mélange, parce qu'ils ont leur propre univers, mais ils sont comme des éponges à recevoir et à échanger ce qui se passe autour d'eux. Il y a quelque chose, c'est ça qui nous intéresse et qui nous interpelle, parce que s'ils étaient seuls dans leur univers, il y aurait un côté un peu psychotique, un peu schizophrène, oui. Et bon, c'est pas du tout ça. C'est un échange, l'art. C'est vraiment, on vous transmet quelque chose, une histoire, et c'est votre histoire. C'est notre histoire, c'est ça qui touche le public. Vous allez voir l'Apocalypse d'Angers, donc là, tout de suite vous allez comprendre que là vous êtes dans les Beaux-Arts, justement. Et c'est le lissier qui est le créateur. Donc ça c'est très important déjà, c'est une bonne base. Là. La tapisserie de l'Apocalypse a été tissée par des génies, on pourrait dire. C'est une œuvre collective en plus, ça se complique, hein. Donc c'était pas une personne toute seule, c'est impossible. Et ils ont fait une œuvre absolument confondante de liberté, etc. Ce qui est important, c'est la qualité de l'œuvre et pas la technique. Donc, alors, évidemment, ici, on est dans un musée, on pourrait presque dire tapisserie contemporaine, mais ça fait rien. On va montrer des œuvres qui sont tissées, et on va montrer, et même des œuvres textiles, puisqu'on élargit quand même. La tapisserie proprement dite est murale, elle décore le mur, elle s'accroche à un mur. Maintenant, lorsqu'elle prend un certain espace, lorsqu'elle se développe dans l'espace, lorsqu'elle quitte le mur, là on a pu utiliser différentes appellations comme la nouvelle tapisserie, les structures textiles, mais bon, ces appellations ne sont pas à considérer de manière stricte. La limite de l'une à l'autre de ces appellations reste très floue finalement. Et bon, on peut parler d'art textile avec sa diversité et sa richesse. On pourrait dire, en ce qui me concerne, tout mon travail, la différenciation avec toute la production antérieure, on pourrait dire la Biennale de Lausanne, ne va pas prendre en compte les qualités intérieures du textile. Elle ne va s'occuper que de la surface. Et ici, on fait bien les choses de l'intérieur. Toute l'esthétique, voire même... Bon, les grands cartonniers comme Boursa et comme Picard-Ledoux et d'autres, même Prasino, Stroger, ont utilisé la surface. On regarde que la surface. Et puis si on est loin, à la limite, on ne voit pas que c'est du textile. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'inutilité
à faire vraiment de la tapisserie si elle ressemble à la peinture. Donc il était important, et ça c'est mon expérience traditionnelle qui m'a permis de comprendre ça, de ne pas refaire ce qui s'était fait. Donc j'ai essayé de comprendre tout ce que pouvait apporter la technique du tissu pour en faire un moyen d'expression. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que quand même, il y ait quelque chose qui se dégage, une certaine force. Et ici, je prends le thème du devenir des choses et j'essaye, avec la technique textile, d'en faire quelque chose qui a une certaine force et peut-être une certaine beauté. Et l'émergence de la nouvelle tapisserie, à mon avis, vient surtout du fait que les lissiers ont fait eux-mêmes leur tapisserie. C'est le fait de prendre les choses en main, c'est-à-dire de devenir en même temps son propre cartonnier, qui en fait son propre projet, et qu'on l'exécute, parce que c'est très important de l'exécuter. À ce moment-là, on découvre toutes les potentialités dont j'ai parlé, et à ce moment-là, on les met en évidence. Alors que le peintre ne sait pas, ne connaissant pas la technique, il ne voit pas tout ce qu'on peut en tirer autre comme esthétique, comme plasticité. Et là, l'avènement de la nouvelle tapisserie est dû au fait qu'on faisait les deux, qu'il n'y avait plus d'intermédiaire, donc on y allait direct. C'est là où j'ai voulu me démarquer un petit peu du monde de l'art de copiste. Et j'ai créé Arachné, une tapisserie évoquant donc l'araignée, le travail, et puis aussi la Grèce antique, où le métier est au centre du foyer. Donc je voulais montrer que la technique, c'est-à-dire le métier fabriqué, hein, et ses rouages, ses poulies, ses ensouples, tout ça, c'était pas forcément inutile, mais c'était pas l'essentiel. Pour un Africain, ça ne veut rien dire. Il prend une branche d'arbre et puis voilà. Donc je suis parti de là et j'ai tendu un fil avec une poutre et puis la chaîne tendue avec une poutre de ferme très lourde. J'avais trouvé un titre amusant, essai de prototype pour un métier éphémère. Voilà. Ça veut tout dire, il n'y a rien d'ailleurs de toute façon. Et je n'ai jamais eu autant de papier à la suite de ça. Un mariage passé, et on leur dit venez, venez. Alors ils sont entrés, j'ai fait tisser plusieurs personnes du mariage, y compris la mariée. Et puis j'ai dit à son père qui était écoutez, c'est un tambour genre, ça conforte la symbolique de mon action. J'aimerais bien avoir un petit morceau du voile pour l'introduire dans la tapisserie. Et bien le lendemain, ce monsieur est venu avec un coffret. Le voile était dedans, un morceau du voile, pas mal quand même. Et il m'a dit, mais maintenant il faut l'introduire. Hein. Alors j'ai dit, bon écoutez, c'est déjà en route. Je l'ai introduit dedans et il s'est passé quelque chose de formidable. C'est devenu une symbolique très populaire. Cette tapisserie est devenue la tapisserie de la mariée stéphanoise. Et après, tous les samedis, les mariages venaient se faire prendre en photo devant la tapisserie. Vous vous rendez compte? C'était à une époque où le mot installation n'existait pas. C'était donc une des premières installations dans le monde. Hein. Et j'ai compris tout de suite que ce dialogue entre le public et l'artiste était quand même important et même nécessaire. Il fallait le faire à tout prix. Et dans les grandes manifestations, j'ai toujours, très souvent, presque tout le temps, introduit l'action publique. Quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis lissier créateur. C'est-à-dire qu'en tant que lissier créateur, je connais la technique pour l'avoir apprise, puisque je l'enseigne même haute lisse et basse lisse, mais j'ai même donné des cours de tissage, parce que j'avais appris chez Rial, donc cette technique, je voulais bien connaître toutes les techniques de tissage, mais le lissier créateur, c'est un artiste. C'est un artiste, il doit faire de A à Z, à mon avis, c'est un petit peu ce que faisaient les gens du Moyen-Âge avec les techniques anciennes. Ils étaient entièrement libres face au fil, face à la création, en fait. On ne leur imposait pas une couleur, un numéro, une forme, ils faisaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire. Et nous, en fait, c'est ce que nous faisons en tant que lissier créateur. On apprend aux gens à créer, c'est-à-dire à faire exactement ce qu'ils ont envie de faire, avec comme support le fil. Les tapisseries que je fais avec de la recherche, du relief, de la sculpture, vont laisser une trace au moins dans la technique qui est différente.
Ceci dit, l'image, c'est autre chose. Hein, ça. Mais quand quelqu'un m'achète une tapisserie, je sais qu'au moins l'image est passée. C'est un langage, en fait. J'écris pas un bouquin, je fais un autre langage, j'écris un autre langage. Et ça, c'est très important. Ouais. Oui, l'artiste a besoin de faire des expositions, de faire voir. Et dans ce domaine-là, donc, je reviens à l'histoire du langage. C'est comme un romancier, il aime bien que son roman se vende. Parce que, en fait, quand on fait une œuvre, je crois qu'on se fait plaisir d'abord. Donc après, on a quand même envie aussi de faire plaisir aux autres. On a envie que ça leur plaise aussi. Alors quand ça plaît, c'est un bonheur. Et donc ça peut paraître prétentieux, mais moi je me considère comme un art contemporain à part entière, parce que c'est ma façon de travailler. De toute façon, je vois bien par rapport à des amis à moi qui peuvent être peintres ou sculpteurs, je travaille exactement de la même façon. Et donc c'est ma matière et je m'exprime exactement comme un sculpteur ou un peintre s'exprime avec sa matière à lui. Bon, moi c'est vrai que c'est abstrait, mais je fais passer des sentiments, des idées, des émotions. De toute façon je pense que l'art, sans rentrer dans une considération très très philosophique sur l'art, mais c'est fait pour interroger, c'est fait pour réfléchir, et voilà, et la tapisserie, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très intérieur. Ça doit être aussi dans ma personnalité. Je pense que j'ai besoin d'exprimer des choses que j'arrive pas à exprimer autrement. Et donc, c'est pas des choses tranquilles, neutres, et que c'est les choses que j'ai envie d'exprimer sont des choses qui viennent de profond et qui expriment des sentiments assez forts. L'artiste ne se suffit pas d'un c'est bien, c'est beau. L'artiste veut bien plus. Susciter l'envie, l'émotion, le désir, le plaisir ou tout sentiment complémentaire ou contraire. De ces sensations données par l'intermédiaire de l'œuvre exposée naîtra la rencontre. Ce qui me plaît, c'est de rentrer au cœur des choses, dans leurs plus infimes détails, au plus profond de l'œuvre, en devenir, pour ensuite oser le dépouillement, l'abandon, le retrait. Tout savoir, mais ne pas tout dire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette relation animiste entre les êtres et les choses, entre le végétal et le minéral, entre la pierre et les arbres. Et de vous suggérer un voyage, un rêve, un conte, une prière. À travers mes propres œuvres, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez vous créer vos propres mondes. Tous ces passages, au sein même de la tapisserie, entre le fond et la trame du motif, sont indispensables mais cachés, là et absents. Ils œuvrent au creux du tissu, humbles et secrets. Le secret, le mystère de ma tapisserie, c'est ce que l'on ne voit pas, ce que l'on perçoit seulement, caché entre la toile de fond et le motif, cet étage intermédiaire où tout se passe en catimini, mais est indispensable à la construction physique de l'œuvre. Et c'est seulement quand on s'assoit au métier, et quand on commence à empoigner ses fils, que les choses vont se décider d'elles-mêmes. J'ai souvent l'impression que ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les fils. C'est la rencontre entre le regard et la main. Sans ces deux choses en même temps, je ne peux pas concevoir l'œuvre. On peut donc dire que même si je pars d'une peinture, d'un dessin, en réalité, la tapisserie se construit toute seule, presque comme une improvisation. Et ça n'en est pas une. C'est à la fois quelque chose de bien déterminé, de bien décidé, et quelque chose de tout nouveau au moment où on s'assoit au métier. Je dis c'est mon centre du monde. C'est-à-dire que ça nous aide à nous positionner, oui, par rapport à quelque chose d'universel, puisque pour tous les tisserands, c'est quand même un symbole. Le même symbole en fait, universel. L'ensouffle du ciel, l'ensouffle de la terre. Et les fils de chaîne qui relient le ciel et la terre. Et on tisse la trame de notre vie, ou celle de nos commanditaires aussi. Et ça c'est très important. C'est ça qui fait aussi la qualité d'une société. Quand une société reconnaît ce genre de choses, elle n'est pas perdue.
Alors si on commence à attaquer la symbolique du tissu, là on rentre dans un monde merveilleux. Et une fois qu'on est rentré dans ce monde merveilleux, je crois qu'on n'a plus envie d'en sortir. Les anciens disaient que les princes, les rois, quand ils voulaient offrir un très beau cadeau, au lieu d'offrir de l'or et de l'argent, ils offraient une tapisserie ou un tissage. Parce que dans une tapisserie, on peut tisser des fils d'or et des fils d'argent, mais on y rajoute la valeur humaine. Je crois que voilà, c'est l'explication. J'ai presque même envie d'en pleurer, parce que j'ai tellement rencontré l'humain dans tout ce parcours, et j'ai pas fini. Voilà, je crois que c'est la plus belle des choses, quoi. Donc on rejoint, ben oui, l'art, de toute façon, l'art, il n'y a jamais d'aboutissement, mais quand on rejoint quelque chose de très profond, on rejoint l'universel. Ce que j'aime beaucoup dans l'art, c'est que c'est tellement pur qu'il n'y a presque rien, que c'est tellement simple qu'il n'y a presque rien, mais c'est le plus fort pour moi. Il y a beaucoup de tableaux qui sont remplis de plein de petits trucs, qui est très rigolo aussi parce qu'on regarde une par une ce que c'est. Mais ça m'attire moi comme quelque chose qui est pur et simple et puissant, justement par cette simplicité. Mais Claude Marie m'a donné cet élan d'aller plus vers le relief, plus vers les matières un peu bizarres et différentes. Et voilà, et dès que j'ai commencé, je ne pouvais plus arrêter, c'était vraiment comme une fixation. J'étais tout le temps à l'atelier, très vite je faisais un tout petit cadre chez moi pour tisser chez moi, et quand je tissais chez moi, j'avais vraiment une sensation de déjà vu, comme si j'ai vécu ça dans des vies avant, où j'étais tisserand. Et voilà, et puis petit à petit, après j'ai commencé à regarder ce qu'ils font les autres, qui vont bien s'y inspirer, et maintenant je peux passer des nuits entières devant mon métier à tisser. Je finis encore ce petit coin, et puis je finis ce petit coin, puis un autre petit coin qui se crée, qu'il faut encore finir, et puis je passe les nuits entières devant. L'esthétique, c'est quand même important, parce que c'est quand même le premier regard que l'on a. Voilà, vaut mieux créer quelque chose qui soit agréable à l'œil, ou pas forcément, mais en fait que ça interpelle les gens. Il y a un côté, bon, le visuel, il est là. Par contre, moi, je ne peux pas me satisfaire que de la décoration, entre guillemets. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est vrai que, oui, moi, je suis plus dans que dire, comment l'exprimer. Alors, ça intéresse les gens, ça les intéresse pas, mais bon, c'est mon affaire. Hein. Moi, j'ai envie de travailler comme ça et d'exprimer comme ça. Par exemple, bon, voilà, j'ai deux grands axes. Un sur la récupération, le détournement de l'objet, des matériaux de notre quotidien, qui ne sont pas forcément des matériaux très attirants, voire banals, donc comme les sacs plastiques de grande surface, comme les fils téléphoniques. J'ai récupéré aussi les papiers bonbons, j'ai fait tout un petit travail sur l'emballage, sur les petits papiers bonbons. Donc là, on est dans un format évidemment réduit. Et puis, il y a un autre axe de travail qui est plus sur un peu l'émotion, la rencontre soit de gens, la rencontre d'un lieu, la découverte d'une certaine culture. Et là, j'ai fait à ce moment-là un travail spécifique. Par contre, ici, j'ai développé le thème d'un cimetière roumain qui s'appelle Zapinta, et qu'on développera ensuite. C'est un peu dans l'esprit, voilà, et par rapport à la mémoire. Et puis j'ai travaillé donc toujours dans le même esprit par rapport à la mémoire, des pièces de bois que les paysans montagnards sculptaient, mettaient avec des cordes. Voilà, ça c'est un travail de mémoire, donc de rencontre. Je gardais le métier comme organe, vraiment comme organe. Et dans cet organe, je devais installer mon propre souffle. Et que ce souffle soit du métier, au sortir du métier, mon souffle, qui n'est pas de transformation. Et il y a eu donc le fil, le silence, plus de bruit, et saisir simplement la lumière qui venait sur les fils. Donc ça a donné ça. Donc c'était juste la joie de la matière, fluide, parce que c'était un fil lumineux, qui n'absorbait pas la lumière, et qui la réfléchissait. C'était une réflexion.
C'était la réflexion visuelle de ma propre réflexion mentale, dans les deux sens, réflexion dans les deux sens, où j'avais arrêté le va-et-vient de la navette, juste ce qu'il fallait pour maintenir l'ordonnancement des fils. Je suis entrée dans le tissu, c'est-à-dire j'ai écarté les fibres dans l'interstice de la toile. Dans l'interstice des 4 fils qui sont la structure, qui sont la vie. Et lorsque je suis ressortie de ce tissu, ça n'allait plus être mon œil optique qui devait travailler, mais une autre vision. Donc c'est là que je suis entrée dans les liens de la Terre, dans ce qui ne se voit pas, mais ce qui est nécessaire. Une nécessité qui n'est pas visible, donc l'accès à l'invisible. Dans ce métier, j'allais d'abord créer un chant, C-H-A-N-P-S, un chant vierge, un chant, et dans lesquels les fils seraient semés. Et leur progression serait ces liens dans la terre. D'où les liens de la terre, puisque pour moi, finalement, la symbolique du tissage, c'est des liens. Point. Alors peut-être ça s'appelle le hasard, mais c'est le fil même qui engendre c'est sa nécessité. Et ensuite, c'est lui qui me mène, et ensuite, je suis comme l'écrivain, où il a mis ses personnages, et ensuite les personnages vivent. Et nécessairement, dans la suite logique, je ne suis que le souffle de cela. Je ne contrains pas. Je ne contrains pas. Je suis matière, donc je deviens matière. On ne peut pas juger une œuvre d'art quelle qu'elle soit en dehors de l'histoire des sensibilités. Et c'est très important. J'aide à Montpellier, où je vis quand même la plupart du temps, où j'ai mes ateliers. J'ai de jeunes amis avec lesquels je discute peinture. L'un d'entre eux qui a ouvert une galerie et qui montre des choses très récentes. Des peintures faites par les jeunes gens d'aujourd'hui, qui sont des peintures au fond, qui sont toutes faites au second degré, et des peintures un peu cyniques, un peu dans lesquelles il y a ce qu'on appelle le bad painting, c'est volontairement sale et avec des histoires pas drôles, etc. Je suis allé voir l'exposition Renoir hier soir. Alors la première chose, j'ai trouvé que c'était un peintre très très difficile à regarder, d'abord parce que le monde qui va sous-tendre l'inspiration de Renoir est un monde qui n'existe plus. Le char de Clio, le char sanglant de Clio a tranché le XXe siècle de telle manière que le plaisir, la sensualité, la tendresse, le bonheur vécu ne peuvent plus être vécus au premier degré. Ils ne font plus partie que de la sphère privée. Et s'il y a un art qui est éloigné des bobos du monde d'aujourd'hui, c'est bien celui de Renoir. Alors que par contre, dans le secret de la vie intérieure, les bobos caressent les joues de leurs enfants avec les mêmes pinceaux de martre que ceux de Renoir et sont capables de remettre leur vie en question lorsqu'ils se trouvent confrontés à la vénusté de leur jeune maîtresse. Mais ils ne pourront plus jamais le dire publiquement. Parce que la sensibilité a bougé.